Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce soir sur Assurance TV, la web TV du secteur de l'assurance. La complémentaire santé, encore un marché d'avenir est le thème de ce plateau que nous allons traiter ce soir. Ces dernières années, vous le savez tous, le marché de la complémentaire santé a connu de profondes évolutions. La recherche d'un équilibre financier pour la branche maladie et la sécurité sociale a généré une succession de réformes qui ont un peu remodelé le paysage de la complémentaire santé. La mise en place du contrat responsable ou encore de l'ANI, la nouvelle réforme du 100% santé plus récemment, ne fait que prolonger cette dynamique et impose à nouveau aux assureurs de faire preuve d'adaptabilité. Ajoutez à cela l'avant-train de temps, un contexte très réglementé. Nous allons en parler car ces réformes ont entraîné un vent de transformation en profondeur du marché. La complémentaire santé individuelle est-elle encore un marché d'avenir? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui David Barbara. Bonjour David. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes directeur du développement de Wasari. Exactement. Alexis Lannoy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur commercial Néoliane. Tout à fait. C'est bien ça. Maître Benoît Lapointe. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir à vous. Vous êtes avocat à la Cour de Paris et de Québec. Et Olivier Périqui, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Vous êtes directeur général adjoint distribution et opération de SPV. Exactement. Merci de nous rejoindre. On va passer 30 minutes ensemble. Alors, pour débuter ce plateau, on va vraiment disséquer et voir si il y a une réelle augmentation factuelle de la réglementation sur ces 5 dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Est-ce que ça s'accélère véritablement ou pas? Écoutez, la réponse est oui. La réponse, et ça ne surprendra personne, la réponse est oui, la réglementation s'accélère au cours des dernières années, au-delà des 5 dernières années. Cependant, comme le titre de notre rendez-vous d'aujourd'hui, la complémentaire santé, encore un marché d'avenir, on se posait la même question, voilà, 3 ou 4 ans, lorsque l'ANI est sortie, lorsqu'on a vu ses premiers effets, et force est de constater qu'aujourd'hui, quelques années après, même si la réglementation se poursuit, même si le législateur est de plus en plus efficace et de plus en plus pertinent sur certains sujets, mais malgré tout, la complémentaire santé individuelle s'est poursuivie au-delà de l'ANI. Aujourd'hui, on a d'autres réglementations qui sont sorties depuis. Le législateur, au cours des dernières années, des 5 dernières années, a été très actif pour protéger le consommateur et très actif pour protéger le consommateur en encadrant davantage les produits. On l'a vu sur la complémentaire santé, on le voit sur l'assurance emprunteur, on le voit sur l'assurance vie, on le voit sur plusieurs domaines, mais aussi encadrer la distribution. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Luc, de la VAD. On aura l'autorégulation dès l'an prochain. Au 1er avril. Au 1er avril de l'an prochain. Donc on a énormément de réglementations qui s'accélèrent et un régulateur, la CPR, entre autres, qui est de plus en plus présent et pertinent sur ces contrôles. Et ce qui fait en sorte que le marché de la distribution des produits a vocation à s'assainir. Je pense que tout le monde alentour de cette table sera d'accord. Et le marché de la distribution aura tendance à se professionnaliser davantage avec des produits qui seront bien sûr encore plus transparents, avec plus d'informations, plus lisibles. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des recommandations qui sont en cours pour que les produits de complémentaire santé soient davantage lisibles. On a parlé de la résiliation infra-annuelle, on va en parler au cours de ce plateau d'aujourd'hui. On a en complémentaire santé, comme dans d'autres produits d'assurance, une réglementation de plus en plus forte, de plus en plus présente, et fort heureusement pour le consommateur parfois, mais parfois trop c'est comme pas assez. On verra parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont venir dans les mois ou les années à venir. On parlera du pré-rapport de la Haute Autorité de l'assurance maladie qui synthétise en 3 scénarios l'avenir peut-être de la complémentaire santé. En tout cas, messieurs, vous êtes concrètement, vous aussi, mais sur le terrain, en tant que distributeur de produits et de complémentaires santé, vous avez beaucoup d'expérience sur ce sujet. David Barbara, c'est quoi votre conviction sur tout ça s'est accéléré? Est-ce que ça
profondément changé votre métier. Oui, exactement. En fait, pour reprendre ce que vient de dire Benoît, en fait, la transformation, je pourrais dire qu'elle a commencé il y a une bonne dizaine d'années, même je dirais ça. Déjà en 2007, pour reprendre un tout petit peu les choses, il y a eu la fondation de l'ORIAS, et puis derrière l'ACP, et puis l'ACPR, ainsi de suite. On a bien vu aussi que sur les complémentaires santé, il a fallu s'adapter au temps des produits, sur les modalités de distribution. On a suivi un véritable bouleversement, si on revient une dizaine d'années en arrière. En fait, on avait beaucoup de réseaux de proximité, boutiques, mandataires, terrains, avec beaucoup de proximité souvent. Et aujourd'hui, on a bien vu que tout ça se décale un peu vers la VAD. Donc, il a fallu adapter notamment les outils extranet, les UX. Il a fallu aussi que nos partenaires, nos apporteurs courtiers, qu'on fait preuve aussi d'agilité, en fait, il faut le dire, à travers, en fait, des modifications parfois très courtes dans le temps. Une nécessité, je sais pas, tu parlais d'infra-annuel. Très clairement, de tête et de souvenir, je crois que c'est passé le 28 novembre avec une mise en application au 1er décembre. Donc, même si on le savait, on pensait que ça allait être reculé de 2-3 mois ou ce que c'est. Et puis, finalement, donc un raccourcissement aussi des... Et dans la même année, en fait, on arrive à changer 2 fois, 3 fois, 4 fois les outils. Des fois, ce qu'on a commencé à faire, finalement, on détruit, on refait. Donc c'est valable pour les courtiers grossistes qui sont autour de cette table. C'est valable d'un point de vue juridique aussi. Peut-être il va falloir que tu adaptes des choses. Mais aussi pour nos apporteurs, les courtiers, les agents double casquette. Voilà. Donc ça n'a pas changé, en fait, ces différentes années. Ça n'a fait que s'accélérer un tout petit peu. C'est plutôt les modalités de distribution qui sont en train de se modifier, qui sont en train de changer les outils. Voilà, ils ont su s'adapter en tout cas. Alexis Lannoy, c'est votre constat également ? Oui, je pense qu'on peut aussi parler plutôt d'évolution plutôt que de transformation en fait. On voit la souplesse et l'agilité justement des courtiers de proximité, des agents, des spécialistes du monde de la santé qui ont été capables justement coup par coup d'évoluer et de suivre justement toutes ces modifications. Et donc ce qui est très important, c'est de voir qu'en effet les courtiers grossistes sont là en effet pour proposer des offres, proposer des solutions, mais que derrière, ce sont bien les courtiers qui sont face aux clients qui doivent appliquer. Exactement. Et donc, nous, notre ils sont débordés un petit peu parfois, les courtiers, quand même, devant tant de réglementations, non ? Disons qu'ils ont des conseils. Mais nous-mêmes, en tant que courtier grossiste, notre rôle principal, c'est d'offrir un produit, un service, des modalités. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure, on sert aussi de conseils. Alors, ce n'est pas notre job principal, mais on est là aussi pour les accompagner au quotidien dans l'évolution de cette réglementation. Olivier, votre point de vue sur ces 5 dernières années, une accélération, une transformation ? Accélération, je partage le point de vue de mes collègues. Il y a un sujet de transformation quand même qui me paraît important, c'est la partie informatique. Les investissements IT sont de plus en plus importants parce qu'effectivement, il faut qu'on s'adapte tous les jours à nos produits, au système de distribution qui change, à la réglementation. Et du coup, l'informatique devient clé, notamment pour les courtiers qui sont en face des clients, parce que c'est ce qui va guider finalement les débats, leurs discussions avec les clients, et c'est ce qui va leur permettre d'être conformes en fait à la réglementation et de faire une vente efficace par ailleurs. Et du coup, la responsabilité des grossistes, c'est aussi, je pense, d'investir dans les outils pour leur permettre de faire leur job de la meilleure façon possible, tant vis-à-vis du client que vis-à-vis de la réglementation. Alors on verra aussi, c'est un marché qui est un peu à la baisse au niveau des commissions. Non, enfin, on en reparlera tout à l'heure. Il faut investir beaucoup. En tout cas, on va revenir sur la réglementation. David Barbara, oui. L'ANI, on peut dire qu'elle a été un peu digérée par le marché. Ça combien 2014-15 C'est 2013, si je dis pas de blague. Je me souviens plus. 6-7 ans 2013. On est sur 7 ans, 2014. 2014. Wasaril, la structure est née en 2017, donc après, dans le contexte de l'ANI un peu digéré. Est-ce que ces réformes successives, David, contrat responsable, RAC 0, vente à dedans, est-ce qu'elles ont perturbé votre jeune structure et le quotidien de vos courtiers de proximité? Je dirais non, au contraire. Tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. En fait, c'est vrai que je viens d'une autre structure bien plus ancienne avant Wasari, et c'est vrai que cette structure-là a dû s'adapter en fait. Donc on a subi quoi le split en fait entre les rémunérations ANI hors ANI. On va pas refaire le débat ici. Ouais. Il a fallu modifier les contrats. On était sur des contrats toutes cibles. Aujourd'hui, on segmente très souvent les actifs des seniors. Enfin, on va pas faire le produit ici, mais donc il a fallu faire tout ça. Wasari ayant 4 ans.
tant sur les outils extranet, UX, ce genre de choses. On est tout de suite parti sur des outils et sur des produits tout de suite, toutes cibles. Donc c'était même un avantage que vous êtes en train de me dire. Parce que honnêtement, on a des produits toutes cibles, on a des rémunérations qui sont flat, quelles que soient les cibles, ainsi de suite. Donc il n'y a pas besoin de. Non seulement ça ne nous a pas impacté, on a subi, mais dans le bon sens du terme, une très très forte augmentation. Voilà, chaque semestre, on prend des parts de marché importants et voilà, on continue dans ce sens-là en tout cas. Et même le contexte de la résiliation infra-annuelle, même dans ce contexte-là. La résiliation infra-annuelle, pour recadrer les choses, c'est le fait qu'un assuré puisse sortir bien sûr à la vie échéance, mais au-delà de ça, tous les mois, après 12 mois de vie de contrat. Très clairement, Wasari, en ayant 4 ans d'existence, a très très peu de stock à Oui, vous n'avez pas de stock à l'époque. Donc si vous voulez, je vais donner une image, puisque on est en plein dans le football en ce moment. On y était, hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Depuis ce matin, c'est différent, hier soir. Mais pour dire les choses, on met tout à l'attaque, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, l'infra-annuel, c'est quasiment une aubaine, même si sur un contexte peut-être plutôt juridique, on va dire que ça n'a fait aussi qu'une chose, c'est déjà sur un marché hyper concurrentiel, on va dire un petit peu affûter les choses, et on a mis un peu d'huile sur le feu, puisqu'aujourd'hui, chaque mois, on peut proposer... Ça permet de lisser l'activité aussi, peut-être, cet avantage-là ? Ouais, ça a permis de lisser l'activité. On avait un énorme pic au 1er janvier. Aujourd'hui, on voit bien que voilà, ça se lisse un petit peu. On a des dates d'effet qui se lissent tout au long de l'année. Ça permet aussi d'avoir une gestion peut-être plus fluide, parce qu'on sait tous ce que c'est qu'un boom du 1er janvier ici autour de cette table, et ça portait des problèmes en gestion notamment. Au niveau des tarifs, ça a eu un impact Écoutez, je pense que c'est encore un petit peu dur de le dire, mais pour avoir discuté pas plus tard que ce matin avec une compagnie importante sur le marché, effectivement, ils sont en train de regarder, les actuaires travaillent là-dessus, parce qu'en fait, là, ce qu'on sous-entend ici, c'est la durée de vie d'un contrat, et la durée de vie de contrat moyen individuel, 3 à 4 ans, c'est ce qui se disait. C'est comme ça qu'on négocie aussi des montages de produits, parce chez Wasari, on est en co-conception aussi de produits, et là, lorsqu'on a le service, effectivement, la DT, la direction technique ou l'actuariat, ils craignent énormément d'avoir un temps qui se raccourcit. Oui, on dirait moyenne donc pour et donc un amortissement de coût d'acquisition exactement. Donc, plus resserré. Le tarif, on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'ils regardent ça très très. Il n'y a pas eu des effets sur les tarifs aujourd'hui ? Moi sur l'infra-annuel, c'est trop tôt encore, il me semble. Non, c'est trop tôt. Il y a deux sujets, il y a le tarif affaires nouvelles et après il y a le tarif portefeuille, évidemment. Donc le tarif affaires nouvelles, chacun. Il y a une bataille sur le tarif affaires nouvelles, non ? Bien sûr, c'est un monde très concurrentiel. Donc vous voyez qu'il y a une vraie actualité dans notre métier. Sur l'année 2021, on n'en est qu'aux 6 premiers mois, il y a déjà une dizaine de produits qui sont sortis chez nos différents confrères. Donc ça montre et ça répond en partie à la question qui nous dit est-ce qu'il y a de l'avenir dans le produit ? Nous en interne, on est persuadés que oui, puisqu'on voit que tous les acteurs sortent des nouvelles offres. Alors certes, modifiées, peut-être dans le commissionnement, dans l'approche, dans les garanties aussi peut-être, dans les prestations, dans les services, dans la fidélité. Et donc de ça, on aborde tous ces points-là aujourd'hui, sachant qu'avant on les regardait d'un petit peu plus loin, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a une vraie actualité de sortie produit, donc ça montre qu'il y a un vrai dynamisme sur le marché. Ouais. Olivier Périqui, est-ce que ces transformations, évolutions ont modifié votre modèle économique, votre métier ? Alors, je vais partager aussi un certain nombre de réflexions. Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui pour voir les impacts de la RIA. Néanmoins, quand on discute avec des acteurs qui ont des portefeuilles, il y a une augmentation, une accélération des sorties. Et toute la question, c'est de savoir si cette accélération va se retrouver aussi sur l'échéance de janvier. Parce que si c'est le cas, et qu'on a toujours une très grosse échéance en janvier, plus l'accélération au cours de l'année, alors on va avoir une augmentation structurelle des taux de sortie importante et donc un raccourcissement de la durée de vie des contrats. Et ça va peser sur le modèle économique indéniablement. Ça, au niveau des coûts d'acquisition, vous l'avez dit Jean-Luc tout à l'heure, moi je pense qu'on sera obligé de retravailler nos modèles de rémunération et de coûts d'acquisition. On n'a pas d'idée pour l'instant encore, excusez-moi de vous interrompre Olivier, ça vient juste de démarrer, mais on n'a vraiment pas d'estimation Pardon. Non, vas-y. Juste moi sur les premières bases que j'ai pu glaner dans les discussions avec les partenaires assureurs, parce qu'ils sont au cœur du sujet, on a une augmentation qui pourrait se traduire à la fin de l'année de 4 ou 5 points sur le taux de churn, si jamais le mois de janvier était aussi important que ce qu'on a connu. Et là,
il me semble qu'on risque d'avoir un sujet sur la rentabilité de la distribution. Au-delà de l'aérien, est-ce que ces transformations ont modifié le métier au sein de SPV? Oui, parce que je reviens sur le sujet informatique. Il y a un enjeu majeur à maîtriser les systèmes d'information et les outils qu'on propose à nos courtiers. D'une part, sur SPV, on a fait le choix d'intégrer ça chez nous. Et par ailleurs, si je reboucle sur l'aérien, ça donne finalement la possibilité au client final de dire j'arrête ce contrat du jour au lendemain après les 12 mois, comme tu l'as dit, s'il n'est pas content du service. Et donc du coup, par rapport aux acteurs que nous sommes, on a une obligation d'être parfait. D'améliorer l'expérience client. C'est en ce sens où, quelque part, la contrainte réglementaire devient... Une opportunité. Parce que... Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais finalement, c'est vrai. Il va falloir changer la donne et aller montrer que finalement, on va être encore meilleur pour pouvoir garder les clients. Donc je pense que là-dessus, il y a une opportunité pour les clients, parce que tout ça, c'est dans le sens client, dans le sens du consommateur. Donc ça, c'est très positif. Mais aussi, nos entreprises ont dû repenser et remettre le client au centre du process, parce qu'en effet, évidemment que c'est lui qui nourrit aussi, mais on avait tendance peut-être à l'oublier. Donc c'est vraiment très important de l'avoir remis. Et donc c'est pour ça qu'on parle de bonus fidélité, de suivi, de duration des portefeuilles. C'est quelque chose qu'on va regarder d'encore plus près, c'est sûr. Mais des durées de portefeuille qui se réduisent, des coûts des investissements informatiques qui augmentent de par les évolutions, et c'est une équation qui est compliquée. Qui est très compliquée, non, messieurs? Si on doit rajouter un sujet qu'on a parlé tout à l'heure rapidement, c'est le RAC 0. Le RAC 0 Le RAC 0, en fait multiplie, dans la même équation avec l'infra-annuel, la même année, avec l'auditif qui vient de rentrer là dernièrement, qui va forcément impacter, c'est certain, le dentaire, dans ce que je comprends aussi. Je te rejoins complètement sur le plus 5 en fin d'année là-dessus, plus le dentaire qui s'impacte. On voit bien que en fait, l'assuré final, on a bien compris que même si vous avez une gamme à 10 niveaux, dès le niveau 1, il va pouvoir se faire soigner gratuitement, entre guillemets, à reste à charge 0 dès le niveau 1. Donc ça augmente énormément les souscriptions sur des petits niveaux, avec des SP qui montent, plus l'infra, donc avec des durées de vie qui se raccourcissent, plus des rémunérations où ça se bataille un petit peu. On en reparlera du précompte, etc. tout à l'heure après. Mais et la VAD en 2 temps, c'est aussi peut-être des coûts supplémentaires qui se rajoutent, non David, Barbara, sur la nouvelle réforme de la vente en 2 temps. La vente en 2 temps, je pense déjà, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a impacté en fait déjà de nouveau les outils, parce qu'il a fallu que tout le monde se mette au diapason entre guillemets, et assez rapidement en plus. Il faut que la chaîne soit complète, de nous jusqu'à l'apporteur d'affaires. La vente en 2 temps, ça donne quand même aussi le timing utile pour un prospect, en fait, de prendre connaissance de tous les éléments précontractuels à un contrat. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour un prospect froid, c'est-à-dire un prospect froid. Voilà, il faut bien définir le... C'est important de parler de contact de lead chaud et de lead froid. Il faut bien différencier les deux. Quand on parle de 2 temps, on parle bien de lead froid. Et la vente à distance, c'est pas que la vente en 1 temps ou en 2 temps. Donc il y a bien les deux. On voit bien que chez nos partenaires, on a beaucoup d'acteurs qui sont déjà très présents et essentiellement sur du lead chaud, et donc qui sont capables de faire de la vente en 1 temps. Et de qualité avec de la signature mail. Donc quand on parle de vente à distance, c'est bien, mais il y a plusieurs modèles qui existent. Bien sûr. Et que quand on parle de démarchage, pareil, le démarchage téléphonique, c'est pareil, c'est pas un gros mot, c'est un mode de prospection qui fonctionne. Et donc je pense que c'est très bien d'avoir calé en effet les process de vente, mais ça génère des organisations au sein des cabinets, ça génère des modifications dans le process. Il y a pas mal d'évolutions qui sont avec des coûts informatiques de développement pour au final protéger le consommateur, qui était l'objectif initial, parce que le démarchage à froid, on a constaté, le régulateur aussi, qu'il y avait eu quelques abus. Et personne ne va le nier sur des courtiers distributeurs, notamment en vente à distance. Donc aujourd'hui, cette réglementation qui venait suite à l'avis du CCSF, qui avait été plus ou moins suivi pendant plus d'1 année, écoutez, le législateur a pris ses responsabilités. Et maintenant, a priori, je crois qu'on a cet assainissement fait en sorte que même les courtiers grossistes trouvent leur compte, et finalement le client aussi. Olivier Péricki, David, vous vouliez... Moi, j'allais seulement rajouter, pour parler de ça, j'imagine, on est dans les opérationnels autour de cette table, on rencontre les courtiers régulièrement, tous les jours, soit au téléphone, soit en physique. Très clairement, quel est l'impact final, finalement? Ça revient au coût d'acquisition.
Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de faire une vente en 2 temps, donc sur l'Ulitz froid, où est-ce que c'est, ça impacte 2-3 sujets. Ça impacte par exemple le fait qu'on a un petit peu moins de résiliation, en tout cas, ou de sans-effet, ou de renonciation, puisque le monsieur il a eu ce C'est des effets positifs aussi. Je vous appelle aujourd'hui, je peux vous signer demain à la même heure le même contrat. Donc du coup, bon, vous avez eu le temps de regarder un peu tout ça, on en rediscute et tout ça. Donc si vous vous engagez, c'est pas sur un petit coup de tête ou assez rapidement. Donc ça, c'est un effet d'aubaine. Mais l'air de rien, en rappel de ce que me disent mes courtiers, en tout cas, il y a moins de taux de closing, si vous voulez. Ils concrétisent moins. Donc un coût d'acquisition final de tout encore une fois. Là encore, une couche supplémentaire de coût. Donc réduire les taux de commission, pourquoi pas, il faut l'envisager ou je sais pas quoi. C'est pas le cas encore, en tout cas aujourd'hui, mais ça va devenir compliqué. Parce que changement d'outils pour eux, application de compliance, application de coûts d'acquisition, transfo, vente en 2 temps, tout ça cumulé commence à faire un sacré... D'où la question qu'on se pose aujourd'hui. Olivier Périquet, vous partagez ce point de vue ou... Je partage ce point de vue. J'ajouterais que à tout ce qui a été dit, côté SPV, on a aussi on a monté d'un cran le niveau de la qualité et surtout le contrôle de la qualité des ventes. Oui. Aujourd'hui, on a mis en place une équipe qui va, par exemple, contrôler 100% des ventes santé. Une cellule interne, en fait, c'est ça, un SPV qui est indépendante de tous les courtiers, etc., et qui contrôle 100% des ventes santé dans les 4 heures qui suivent la vente. D'accord. Histoire de déminer si jamais il y a eu un problème et que la vente n'a pas été, on va dire, conforme. Par contre, capacité aussi d'améliorer le conseil ou de bien finaliser la vente. Mais je reviens à ce que disait David, c'est une couche de plus dans la liste des coûts. Et à un moment donné, je pense que les sujets de rémunération, vont nous rattraper. On sera obligé de regarder l'équation un peu différemment. Un peu différemment. En plus, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure dans la discussion, mais un peu avec le serpent de mer du précompte, qui permettait dans sa mécanique d'initier un amortissement des coûts d'acquisition en première année. Est-ce que ça a tendance à changer, cette mécanique du précompte? On en parle depuis 15 ans. Exactement. On en parle depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on est un peu dans le métier tous, et on se dit qu'un jour ça s'arrêtera, mais on se rend compte que ça s'arrête pas. Ça continue. Et puis, c'est indispensable je ne peux pas parler pour nous tous, mais du côté éolien, on est content de donner du précompte. Bien sûr. On est content de donner des outils aux courtiers pour se développer. À partir du moment où c'est nous qui organisons le financement et qu'on organise la sécurisation de cette rémunération pour nous et pour les courtiers, ça ne gêne pas. C'est un mode de rémunération. Après, les sujets de qualité, en effet, c'est très important, mais c'est décorrélé de la partie précompte. Je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Alexis. Nous, en tout cas, les modalités de rémunération précomptées, on y va, on sort un produit là au mois d'août, il sera de nouveau précompté et en linéaire. Dans les mêmes conditions qu'il y a 5-10 ans Vraiment très très proche en tout cas. Il n'y a pas une baisse sur la première année? L'infra-annuel, comme on essaie de garder, ou en tout cas d'allonger la durée de vie de contrat, on a bien compris que la première année d'acquisition, peut-être qu'elle sera détériorée au bénéfice d'une deuxième ou d'une troisième année, ainsi de suite. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va, c'est clair. À l'époque, on avait des contrats, je vais essayer de grossir un peu le trait, on avait du 55-10. Bon, aujourd'hui, proposer ça à un assureur, il va bien comprendre qu'il y a un problème. Des taux de commission est différent, en effet. Voilà. La notion du précompte est la même. Donc on lisse un tout petit peu plus, on a tendance à aller plutôt sur des rémunérations qui ressemblent à du 35-15 ou du 40, enfin ainsi de suite. Et c'est la preuve que le marché peut s'auto-réguler. Bien sûr qu'il se régule. Parce que souvent on a pensé depuis quelques années qu'on allait interdire le précompte, que le législateur allait intervenir pour... Il y a eu quelques abus aussi peut-être sur ces sujets, non? Oui, a priori, on se rend compte aujourd'hui que le marché s'auto-régule, que visiblement les courtiers grossistes comme les assureurs réussissent à continuer à donner du précompte, comme le disait à juste titre. Et pourquoi pas? Donc ça continue comme avant sur le précompte avec des petites variables d'ajustement. Olivier? Moi je pourrais, d'ailleurs tu l'as esquissé dans ta réponse, tu as dit on sort un nouveau produit avec du précompte et du linéaire. Oui, systématiquement. Mais ce qui n'était pas le cas avant pour le coup, le plus souvent on était sur du précompte. Moi ce qu'on note là, c'est que ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les choses du côté terrain, les courtiers ils peuvent pas changer du jour au lendemain leur méthode de vente. Donc on a un effet, nous au sens grossiste du terme, où on leur dit le modèle va se transformer, commencez à initier, prenez du linéaire et faisons un mix de rémunération entre la partie précompte, dont les taux sont peut-être modulés d'ailleurs, et le linéaire qui va monter. Histoire de dire, on anticipe l'avenir et chacun doit s'organiser à chaque extrémité de la chaîne.
Donc moi je pense qu'on a initié, on est peut-être en train d'initier. D'accord, donc ça se transforme quand même. Alexis, vous voulez reprendre la transformation, pour reprendre le terme que vous avez pris déjà à plusieurs reprises, va avoir lieu aussi au passage de janvier. Ouais. Puisqu'on va pouvoir analyser les résultats des SURP en fonction des évolutions sur l'auditif, sur le dentaire, et de l'évolution de l'ARIA. Et c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui, que les assureurs se posent. Et on va tous regarder jusqu'à la fin de l'année un petit peu les résultats, et on va voir un peu ce que ça donne en fonction de l'historique, des portefeuilles, des résultats, de la qualité de la production des courtiers, et donc des conséquences que peuvent avoir ces différentes productions. Complètement. Maître Benoît Lapointe, on n'a pas évoqué le sujet de la fiscalité, qui est aussi un élément du marché, puisqu'on demande encore un peu plus aux acteurs de assureurs, cette fois-ci de la complémentaire santé. Donc on a les réglementations qui évoluent en modalité accélérée. On a la fiscalité qui pèse peut-être de plus en plus, vous allez nous le dire. Ça ne redistribue pas les cartes du marché, tout cela ? Écoutez, a priori, j'ai tendance à penser que non. On a aujourd'hui, suite à la crise sanitaire qu'on a connue, le gouvernement et le législateur Parce que là, il va y avoir une deuxième couche, là. Tout à fait, une deuxième couche qui arrive. A priori, bien entendu, les assureurs, on a toujours tendance à penser qu'ils sont riches et ils peuvent contribuer. Et certes, ils ont, pour certains, été avantagés par cette période de crise sanitaire. A priori, et on en discutait aussi hors plateau, cet impact sur les produits, sur la distribution, risque d'être très faible. Prise en charge en partie parce qu'on a une augmentation de taxes fait en sorte qu'il y a une augmentation sur le tarif. Donc cette tarification risque d'être un peu diluée, cette taxe diluée dans la tarification du produit. Donc a priori, ça ne sera pas un frein, à mon avis. Cependant, il faut quand même raison garder et éviter que ça devienne pour une habitude comme c'était déjà le cas dans le passé. Donc, et la réglementation, écoutez, la réglementation c'est un frein, certes, mais on l'a vu ces dernières années, il y en a eu plusieurs, des freins, des tentatives et l'objectif est quand même relativement louable. On a oublié de parler de la DDA par exemple. Qui fait partie du panorama des transformations importantes. Qui est en cours de révision, donc on aura droit à une autre couche dans quelques mois, quelques années. Donc ça se poursuivra. Cependant, on a l'impression qu'on peut atteindre dans certains domaines un peu le point de saturation. Parce que, notamment sur la distribution, beaucoup de choses ont été faites. Donc tout ça, si je vous entends, tout ça s'absorbe, le marché sans transformer radicalement le marché, c'est bien ça ? Ouais. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme. Alors on a eu... David, vous vouliez rebondir dessus ? Encore une fois, sur tous les sujets qu'on a pu aborder ici, franchement, on pourrait presque dire félicitations à nos apporteurs, parce que cette capacité d'adaptation, il faut quand même comprendre qu'un courtier, aujourd'hui, c'est souvent une structure où il y a 1, 2, 3, 4 personnes. Il y a des très très beaux gros cabinets de courtage, ils sont 50, 100, 200, on les connaît tous ici, mais globalement, un cabinet de courtage, c'est 2, 3 personnes, donc il est souvent aussi isolé, il travaille tout seul. Donc aujourd'hui, à l'époque, on devait distribuer des produits, apporter des meilleures rémunération, des meilleurs tarifs. Aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité, les inspecteurs, les directions commerciales, les directions juridiques des courtiers grossistes, pour les accompagner, pour du conseil, de la recommandation, ainsi de suite, pour que justement tout le monde se mette un petit peu au diapason, entre guillemets. Donc, alors on va essayer de répondre à la question de ce débat vers un changement, vers une transformation, vers la fin de la complémentaire santé, point d'interrogation. On a eu en gros 2 décennies d'évolution de la réglementation avec une accélération sur ces 5 dernières années. On a lu tous ensemble le pré-rapport de la Haute Autorité de l'Assurance Maladie qui a scénarisé 3 scénarios pour le marché de la complémentaire santé. Un scénario, vous avez tout ça sur le site l'Assurance en Mouvement ou ailleurs, un scénario qui donne plus de liberté à la concurrence et 2 autres scénarios qui étouffent complètement la complémentaire santé. Un qui resserre encore la réglementation et un 3e scénario qui inféode le régime complémentaire au régime obligatoire. Donc c'est un pré-rapport, mais n'oublions pas que les élections présidentielles arrivent. Est-ce que le sujet de la complémentaire santé va être un des sujets ? Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Benoît Lapointe ? Écoutez, je pense que dépendamment de qui sera élu l'an prochain, les options seront différentes. Je pense qu'aujourd'hui, la première option que vous évoquiez, qui était
plus de liberté pour tous. Pour les assureurs complémentaires santé. Hein. Tout à fait. Plus de liberté pour les assureurs. C'est une option qui pourrait, pour certains partis, être privilégiée. Par contre, aujourd'hui, il faut quand même prendre conscience que le gouvernement, l'exécutif et les autres sont quand même d'accord pour dire que le système global de la sécurité sociale et de l'ensemble de l'administration a quand même déjà atteint un point de saturation. A priori, dans sa gestion, on le voit, ça peut être parfois compliqué. Donc, d'en rajouter davantage, on est plutôt dans une période de... Mais si on est dans le dogme, ça peut... Tout à fait. Et ça reste peut changer la donne. Et voilà. Donc, a priori, j'ai tendance à penser que, j'espère que ça ne sera pas sur un autre rapport qui restera lettre morte, comme ça peut arriver. Ça veut dire, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns, Alexis Ladois. Votre point de vue sur l'avenir? Je partage aussi, parce qu'on est dans un monde digital, on voit bien, on parle de vente à distance, de signature électronique, tout le monde est porté justement vers les nouvelles technologies. Est-ce que la sécurité sociale demain est capable de répondre comme nous le faisons aujourd'hui auprès des clients finaux et d'être capable de répondre par mail, d'envoyer des cartes de tiers payants par mail, etc. Je suis pas sûr que cette administration aujourd'hui soit prête à ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les clients sont, d'après plusieurs sondages, aiment avoir leur complémentaire santé, sont attachés à leur complémentaire santé, d'être capables, d'être libres de choisir ces garanties en fonction de ses besoins. Et donc, je suis pas certain que demain, si on devait avoir une offre standardisée qui répondrait moyennement à tous, elle donnerait finalement satisfaction à la plupart. Donc, je pense que nos services, la capacité qu'on a à déployer toutes ces offres, plein de choses à faire encore dans les années à venir. Donc vous êtes plutôt dans le camp des optimistes pour les acteurs. Totalement. Olivier Perriquet également? Moi, je partage ce point de vue à 100%. Je pense que les acteurs complémentaires santé doivent aussi assumer leur rôle, et on assumera notre rôle par la diversité des services qu'on apportera. En plus, peut-être des garanties, non? L'innovation, mais à condition que les services ils soient entre guillemets consommables, c'est-à-dire que ce soit des services qui correspondent vraiment à ce que cherche un profil de client, plutôt que d'avoir un service noyé dans la masse des garanties. Là, il y a un gros terrain de jeu, et je pense qu'on améliorera nos offres toujours pour exister. Encore faut-il que la réglementation l'autorise. L'autorise, effectivement. Exactement. David Barbara, le mot de la fin? Le mot de la fin, moi je suis complètement... je vais pas aller à contre-pied parce que vraiment je le pense. Tout le monde... je suis 100% d'accord avec tout ça. Je pense qu'on est en capacité, nous, des structures comme les nôtres, d'apporter des répondre outils, aux besoins. Là, on est sur des sujets, par exemple, d'avoir des applications sur lesquelles tout simplement on peut se connecter rapidement, prendre une facture en photo, l'envoyer en démat. Il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'aujourd'hui on connaît bien, avec le respect qu'on doit à l'administration de tout ça, mais voilà, aujourd'hui on nous a poussé à développer des outils et à engager des frais sur l'IT qui est complètement dingue. C'est la masse salariale peut-être la plus grosse de beaucoup de nos entreprises ici, et en fait on répond, je pense, déjà à un besoin d'information qu'a l'assuré final, qui ne trouvait pas forcément avant, et aujourd'hui on leur donne vraiment sur un plateau et on les sert, et on essaie de répondre en tout cas le plus juste possible à son besoin. Voilà. Je crois que vous avez été très clair. Merci, messieurs, de votre présence sur ce plateau, et surtout d'avoir répondu de façon très concrète, en fait. C'est ce que nous, on aime sur Assurance TV, aux questions posées. Donc, vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir de la complémentaire santé, sur un bel avenir pour la complémentaire santé. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous et portez-vous bien. Merci. Merci.